Bien, donc nous vous avions laissé sur l'impression très forte du pouvoir des femmes antiques avec cette conférence donc de Julia Sissa qui a été passionnante, et nous allons aujourd'hui sans transition revenir sur les bancs de l'école avec donc un invité que je suis heureux de saluer ici, donc Sébastien Goudot, qui est maître de conférence à l'université Paris 5 et qui va nous parler donc aujourd'hui de l'école et de la reproduction sociale. Alors, c'est un sujet qui est très important, c'est un sujet auquel nous allons également consacrer une conférence cette semaine avec la venue jeudi dans le cadre d'un cycle de conférences organisé avec le LARAC de François Dubet. Donc sur cette question. Mais aujourd'hui, donc, focalisons-nous sur donc les travaux de Sébastien Goudot, qui sont intéressants à plus d'un titre. D'abord parce que leur objet, évidemment, est un objet particulièrement crucial, et parce que les méthodes qu'il utilise sont des méthodes assez complètes, on pourrait dire, utilisant à la fois des enquêtes, des expérimentations in situ dans le contexte scolaire. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir justement clarifier les questions de causalité, d'influence, à travers ces méthodes diversifiées qu'offre la psychologie sociale, que tu illustres merveilleusement. Alors, c'est une conférence qui va également donne lieu à une publication qui va vous être proposée dans quelques jours. Donc, c'est un livre qui sort dans une semaine, je crois, ou peut-être plus, à peine plus. Comment l'école reproduit-elle les inégalités, aux presses de l'UGA. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser, à prendre éventuellement ce petit flyer qui vous sera proposé si vous voulez une précommande. Donc, je pense que ce livre sera, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il sera aussi passionnant que tu l'es en général, Sébastien. Tu as une demi-heure pour présenter donc tes travaux, tes pensées, tes réflexions, et au bout d'une demi-heure, Olivier fera sonner le traditionnel gong qui sera le signal de presque fin. Il te restera 5 minutes ensuite pour conclure. Voilà. Merci à toi et nous t'écoutons. Bien, merci beaucoup Laurent pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc effectivement, comme l'indique le diaporama, aujourd'hui je vais vous parler de la reproduction des inégalités scolaires. Alors, peut-être en avant-propos dire que ce phénomène, c'est vraiment un phénomène qui est complexe et multidéterminé, et que je n'ai pas du tout l'ambition et la prétention de répondre à cette question de façon complète, et qu'effectivement, aujourd'hui, le but, c'est de présenter des travaux de psychologie sociale qui ont une approche particulière, et qui essayent de comprendre comment les situations scolaires, les contextes scolaires au quotidien peuvent contribuer à créer de l'inégalité. Mais il y a bien sûr des facteurs économiques, structurels, qui joue aussi un rôle dans ce phénomène, et là c'est vraiment un angle d'attaque particulier qui m'intéresse. Alors en introduction, je vais vous demander de vous imaginer en train de jouer à une partie de Monopoly. Sauf que dans cette partie de Monopoly, avant le début du jeu, en fait, vous lanceriez une pièce à pile ou face, et le résultat de ce lancer déterminerait en fait un joueur riche et un joueur pauvre. Alors le joueur riche, il aurait la particularité de commencer la partie avec une mise de départ 2 fois plus importante. Ce joueur riche, il aurait 2 dés pour se déplacer autour du plateau au lieu d'un seul, et à chaque fois qu'il passerait sur la case départ, il empocherait une mise 2 fois plus importante. Alors, c'est une expérience qui a été réalisée en 2013 par Paul Piff, qui est un psychologue social de Berkeley. Et cette étude montre bien évidemment que le joueur riche remporte inévitablement la partie dans tous les cas assez rapidement. Il n'y avait pas besoin de faire une étude scientifique pour montrer ça. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on interroge les joueurs sur les raisons en fait du résultat, de la victoire du joueur riche, eh bien la grande majorité des individus, plutôt que de mobiliser eh bien le hasard, la pièce qui a été jetée à pile ou face, la chance, eh bien les joueurs vont parler de leur stratégie, de la façon dont ils ont réfléchi à acheter telle rue, à poser tel hôtel, telle maison, et donc vont parler en fait de leur qualité de fin tacticien pour expliquer la victoire.
Alors je fais cette petite métaphore puisqu'on va voir que, eh bien, à l'école, en fait, ce phénomène qui est bien connu en psychologie sociale, alors on l'appelle erreur fondamentale d'attribution, norme d'internalité, biais de correspondance. Il y a plusieurs termes un peu pour décrire ce phénomène, mais on va voir que dans la salle de classe, en fait, les élèves et y compris les enseignants vont avoir aussi tendance à expliquer en fait les différences de résultats scolaires avec ce prisme des qualités individuelles. Et comme dans cette partie de Monopoly, eh bien, à l'école, en fait, avant même de rentrer à l'école, on sait qu'il existe des inégalités de départ qui sont pas déterminées par le hasard et la chance, mais qui sont en fait fortement corrélées à l'origine sociale des élèves. Il y a tout un tas de travaux en sociologie, en psychologie du langage, en linguistique, qui montrent que, en fait, dès 2 ans, il y a des différences dans un certain nombre de savoirs, de compétences, en fait, qui sont très utiles pour réussir à l'école. Le fait de connaître le nom des lettres, de savoir quels sons elles font, ce qu'on appelle la conscience phonologique, la capacité d'isoler en fait et d'identifier en fait des sons. Eh bien toutes ces compétences, ces savoirs en fait très tôt en fait il y a une corrélation très forte avec l'origine sociale. Et eh bien la scolarisation, notamment en maternelle, qui est censée atténuer ces différences, en fait, on se rend compte qu'avec l'avancée, eh bien dans le système scolaire, ces différences persistent. Et alors, je ne vais pas vous inonder de graphiques, je vous ai juste montré là la fameuse enquête PISA qui nous rappelle tous les 3 ans, effectivement, que, eh bien, il y a un lien très fort entre l'origine sociale des élèves, alors qui, dans PISA, c'est mesuré avec le diplôme des parents, le revenu et la profession, eh bien, qu'il y a un lien très fort entre cette position sociale et puis les performances qui sont là mesurées en fin de 3e, mais on a tout un tas d'indicateurs, en fait, disponibles à partir des différentes évaluations standardisées nationales qui existent, qui donnent exactement les mêmes résultats. Et ces enquêtes, qu'est-ce qu'elles mettent en évidence ? Eh bien, elles mettent en évidence que la probabilité de se retrouver en difficulté ou en réussite dans la classe, elle n'est pas distribuée au hasard, mais qu'elle est bien fortement liée à l'origine sociale des enfants. Alors, quand on parcourt les travaux existants pour essayer de comprendre ce lien, en fait, on est assez vite marqué par le fait que la grande majorité des travaux, notamment en psychologie, pour expliquer en fait cette corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire, eh bien, ont tendance à avant tout expliquer ces différences comme la conséquence de qualités individuelles. Donc un peu comme dans notre partie de Monopoly, en fait, la grande majorité de ces travaux concluent que finalement, si les élèves de milieu populaire réussissent moins bien, eh bien c'est qu'ils ne posséderaient pas ou qu'ils posséderaient en moins grande quantité les qualités nécessaires pour réussir à l'école. Alors on va parler d'intelligence, même si le mot n'est pas socialement désirable, on va parler de fonctions exécutives, de capacité de la mémoire de travail, voilà, de capacité d'autocontrôle, mais il y a cette idée quand même que finalement ce sont les qualités des élèves intrinsèques qui expliquent en fait cette moindre réussite. Alors il y a un débat, bien sûr, entre les scientifiques sur l'origine de ces qualités. Il y a certains scientifiques qui proposent qu'il y a des différences génétiques qui expliquent ces différences de capacité. Pour d'autres, ça serait la conséquence d'un milieu social peu stimulant, handicapant, ce qu'on a appelé en France la théorie du handicap social, mais finalement, qu'on mobilise les gènes ou la faiblesse du milieu familial, on en arrive un peu à la même conclusion qui est que on explique les différences de réussite comme avant tout étant la conséquence de différences de caractéristiques individuelles comme la capacité et la motivation. Alors ce phénomène, il porte un nom en psychologie, on parle d'essentialisme psychologique, c'est cette idée que le comportement individuel en fait reflète la nature, l'essence en fait des élèves et ce mécanisme d'essentialisme psychologique qui est causé aussi par des propriétés cognitives, il reflète en fait plus généralement en fait les modèles culturels des sociétés occidentales en fait où on a tendance à sous-estimer le poids des situations en fait dans l'explication des comportements individuels et on a tendance à surestimer justement le poids des caractéristiques individuelles dans les comportements. Alors, c'est un peu l'ADN, si je puis dire, de la psychologie sociale qui, depuis plusieurs décennies, a montré justement le poids des situations dans le comportement humain, dans la façon dont les individus vont penser, ressentir des émotions, se comporter.
Et en fait, les performances intellectuelles n'échappent pas à cette règle. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui montrent que les facteurs de situation peuvent influencer la performance à des tests de performance intellectuelle, et plus généralement que les situations, que les contextes peuvent influencer l'apprentissage des élèves et des individus. Alors, j'ai pas le temps de vous faire la recension de tous les travaux en psychologie sociale qui sont intéressés à cette question. Ils sont très nombreux, de comment les situations peuvent influencer l'apprentissage. Alors, ce petit schéma, juste pour dire que la situation, c'est pas simplement l'interaction immédiate, ça peut, c'est pas simplement la couleur des murs, la relation professeur-élève, ça en fait partie, mais que la situation, c'est aussi toutes ces croyances culturelles qui vont pénétrer la salle de classe, et notamment le rôle des stéréotypes sociaux qui a bien été documenté sur la construction des inégalités de genre, mais aussi des inégalités liées à l'origine sociale. La situation, c'est aussi le fonctionnement de l'institution, les choix qui sont faits, comment on évalue les élèves, quelles sont les méthodes d'évaluation privilégiées, est-ce qu'on met en place une sélection ou pas à l'entrée à l'université, par exemple, pour déterminer les parcours universitaires. Et puis la situation, c'est bien sûr aussi les interactions entre les élèves, les interactions entre l'enseignant et les élèves. Et c'est ces travaux sur lesquels... C'est ce type de travaux qui m'ont intéressé et sur lesquels j'ai fait ma thèse, et je me suis intéressé plus particulièrement au rôle de la comparaison sociale. Donc c'est les premiers travaux que je vais vous présenter, là, au rôle de la comparaison sociale dans la construction des inégalités. Alors la comparaison sociale, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de mettre en relation avec soi des informations sociales, et la salle de classe en fait regorge d'informations sociales, les notes, les feedbacks de l'enseignant, et puis la performance des autres élèves qui sont en train de réaliser la même chose que vous. Et en fait, il y a des travaux qui montrent que dès lors que plusieurs individus réalisent une tâche en même temps, ils vont ils vont avoir du mal à s'empêcher de prendre connaissance de la performance des autres, et que même si de toute façon ils n'ont pas envie de prendre connaissance de la performance des autres, en fait, il y a tout un tas de comparaisons qui sont imposées par le contexte de la classe, le fait d'entendre j'ai déjà fini, c'est facile, est-ce que je peux avoir un autre exercice, etc. Va générer ce processus de comparaison sociale. Alors, ces travaux sur la comparaison sociale, d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils montrent ? Et c'est des travaux notamment qui ont été réalisés à Grenoble. Ils montrent que le fait de voir les autres réussir mieux que soi, c'est quelque chose qui est menaçant pour soi. Ça va générer un processus de stress, on va éprouver des émotions négatives, des pensées négatives qui vont en fait être coûteuses pour le fonctionnement cognitif. C'est un peu comme si on se retrouvait en situation de double tâche, où on a à la fois une tâche à résoudre et en même temps on a des préoccupations, on va se poser la question pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi il réussit mieux que moi, et tout ça en fait ça va avoir tendance à perturber la performance intellectuelle dès lors que la tâche est complexe. Si la tâche est simple, ça va pas altérer la performance, mais si la tâche requiert de vraiment mobiliser toutes ses ressources attentionnelles, ça va perturber la performance. Et donc à l'appui de ces travaux, on a fait l'hypothèse que les élèves de milieux populaires seraient plus susceptibles finalement de faire l'expérience de ce type de comparaison menaçante et délétère, parce que en fait ils arriveraient à l'école en étant finalement moins familiers d'un ensemble de savoirs, de connaissances qui sont requises pour réussir. Cette prédiction, elle découle de travaux en sociologie, notamment ce qu'on appelle le modèle de l'arbitraire culturel, qui a été développé par Bourdieu et Passeron, et en fait qui se différencie de ce que j'ai pu vous dire il y a quelques minutes, de cette un peu vision handicapante du milieu familial. Et cette théorie, qu'est-ce qu'elle dit très rapidement ? Elle dit qu'au-delà des ressources économiques, la socialisation familiale, ça se traduit par l'acquisition d'un ensemble de dispositions langagières, de manières de se tenir, de se définir en tant qu'individu, et aussi d'un ensemble de connaissances, de savoirs qui vont être très utiles pour rentrer dans les apprentissages. En tout cas, ce capital culturel, il va être plus ou moins en phase avec les attendus scolaires.
Et on a de nombreux travaux qui montrent qu'effectivement, la probabilité d'aller à la bibliothèque, d'avoir des livres chez soi, le temps passé à lire des histoires avec ses enfants varie fortement en fonction de l'origine sociale. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Contrairement en fait à cette vision handicapante de la classe sociale selon laquelle finalement les familles populaires ne stimuleraient pas assez leurs enfants ou offriraient un milieu social pas assez stimulant, eh bien ce modèle il dit tout simplement qu'il y a des normes, il y a un arbitraire qui est plus proche en fait un arbitraire scolaire qui est plus proche de la socialisation des familles favorisées que de la socialisation des familles populaires, et que dans la salle de classe, eh bien, ça va se traduire par le fait que les élèves vont être plus ou moins familiers de ce qui leur est demandé, et finalement, ils vont s'acquitter des tâches avec une plus ou moins grande facilité. Et donc, eh bien, ce processus de comparaison sociale, il va jouer un rôle déterminant puisque finalement, les élèves qui arrivent avec une longueur d'avance, eh bien, en comparaison avec les autres, ils vont être perçus et ils vont se percevoir comme finalement plus intelligents, plus compétents. Et inversement, les élèves qui vont arriver avec une plus grande distance pour maîtriser ses savoirs et ses connaissances, eh bien, ils vont être perçus et ils vont se percevoir comme moins intelligents, en raison. Souvenez-vous de cette partie de Monopoly. En fait, on a notre système cognitif, il a la capacité finalement, de façon très puissante, à ignorer les facteurs situationnels. Bien, c'est la même chose, les élèves dans la salle de classe. Finalement, ils ont assez peu d'autres types d'explications que ces explications internes pour rendre compte en fait des différences de performance qu'ils ont à avoir dans la salle de classe. Et donc l'hypothèse qu'on a voulu tester dans cette première série d'études, c'est que eh bien, ces différences de capital culturel, cette plus ou moins grande familiarité en fait avec les savoirs scolaires, eh bien, ça va amener les élèves à faire l'expérience de comparaison sociale. Ça va les amener à être exposés à la réussite d'autres élèves qui va être interprétée d'une façon menaçante pour l'image de soi, puisque en fait ils n'ont pas beaucoup d'autres choix que d'en conclure qu'ils sont moins compétents, moins intelligents que leurs camarades. Et ces comparaisons menaçantes, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'elles vont perturber la performance. Alors pour tester cette hypothèse, on a réalisé une première étude dans 40 classes de 6e. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette première étude ? On a choisi une tâche de lecture-compréhension qu'on a fait passer à des élèves de 6e. Donc on a repris des outils existants, on a repris les anciennes évaluations nationales que les collégiens passaient il y a quelques années. Ils en passent peut-être encore, mais en tout cas c'est une version qu'ils passaient dans les années 2000, à la fin des années 2000. Et donc, en quoi consiste cette tâche ? Les élèves doivent lire un texte qui est un texte relativement difficile, et puis ensuite ils doivent répondre à des questions. Alors c'est pas une tâche de mémorisation, ils gardent le texte sous les yeux. Et puis ensuite, voilà, on leur projette une série de questions et chaque question est affichée au tableau pendant un certain temps. Ils ont un temps limité pour répondre à la question. Donc ça, tous les élèves passaient cette tâche et ce qu'on a manipulé, la map qu'on a manipulée, c'est le contexte de comparaison sociale. Et pour une moitié des classes, en fait, on a imposé, on a mis en place un contexte de comparaison en demandant en fait aux élèves de lever la main s'ils avaient terminé de répondre à la question avant le temps qui leur était donné. Ce qui rendait visible en fait la vitesse ou la vitesse avec laquelle les élèves pouvaient répondre à la question. Et pour l'autre moitié des classes, eh bien, on essayait de minimiser au possible cette comparaison, en fait, en demandant explicitement aux élèves de ne surtout pas lever la main ou de dire « j'ai fini » si jamais ils avaient terminé de répondre à la question avant le temps imparti. Donc vous avez ces deux contextes, vous allez voir en rouge et en gris, et vous avez en ordonnée eh bien, la performance moyenne obtenue par les élèves en fonction des différentes conditions. Alors, ce que montrent les résultats, je vais essayer je ne sais pas si vous êtes familier de ce type de graphique, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que les élèves de classe favorisée, ils ne sont pas influencés par la comparaison sociale, puisque on voit que finalement, qu'ils soient en contexte de comparaison sociale ou non, la barre rouge, c'est la barre de comparaison sociale et la barre grise, c'est la condition contrôle, on voit que la performance ne varie pas significativement en fonction du contexte.
Sans doute aussi parce qu'il y a un effet plancher où la tâche est très difficile et donc voilà. En revanche, on voit que les élèves de classes populaires, eux, eh bien, réussissent moins bien quand ils sont exposés à la réussite des autres, quand ils sont dans un contexte où les différences de réussite sont visibles dans la classe. On voit que la barre rouge, effectivement, et les élèves qui sont dans la condition comparaison sociale, il y a une performance qui est plus faible que dans la condition contrôle. Donc là, ce que montre cette étude, c'est que finalement, le contexte dans lequel on réalise une tâche, et notamment le contexte de comparaison sociale, il peut créer des écarts comparativement à une condition où les élèves n'ont pas connaissance des résultats de leurs camarades. Alors quand je dis ils n'ont pas connaissance, en fait ils en ont quand même un minimum connaissance puisque c'est des élèves qui se connaissent, qui sont tous les jours ensemble, mais le fait de rendre saillant ces informations de comparaison sociale peut venir perturber la performance. Alors, on a fait une autre étude puisque finalement, on voit l'influence de contexte, mais nous, ce qui nous intéressait de montrer, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ces différences de capital culturel, ces différences de familiarité vis-à-vis des savoirs qui pouvaient jouer un rôle, en fait, dans ce processus, et que là, on mesurait l'origine sociale des élèves, mais en fait, derrière l'origine sociale, il y a tout un tas de choses qui varient. Il y a les ressources économiques, il y a la profession des parents, il y a tout un tas de choses. Et pour montrer le rôle de ces inégalités de capital culturel, eh bien, on a choisi de manipuler expérimentalement cette variable. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est pour manipuler expérimentalement cette variable, l'idée, c'était un peu de recréer 10 années de socialisation familiale en l'espace d'une heure, en l'espace de 45 minutes d'une séance scolaire. Et donc, on a créé un nouveau système d'écriture où on associait des lettres à des symboles. Comme ça, on était sûr que les élèves n'avaient pas déjà été exposés à ce type de savoir. C'était un savoir nouveau, arbitraire, et on allait pouvoir les entraîner plus ou moins à ce nouveau système d'écriture. Et donc, pour faire ça, dans une première étape, les élèves travaillaient sur un carnet et ils allaient pouvoir découvrir, apprendre, se familiariser avec ce nouveau système d'écriture. Et pour pouvoir, en fait, manipuler le degré de familiarité avec ce nouveau système d'écriture, il nous fallait une deuxième tâche qui ne servait à rien, mais qui allait simplement nous permettre de manipuler la fréquence avec laquelle ils allaient être exposés. Et donc, on a rajouté une deuxième petite tâche, qui était une tâche de calcul mental dans laquelle il suffisait de faire des additions. Et ça nous permettait ainsi d'obtenir deux groupes. Un premier groupe qu'on a appelé désavantagé, où les élèves, finalement, ne voyaient qu'une fois sur 4 la tâche de codage qui leur permettait de se familiariser avec le nouveau système d'écriture. Et en revanche, le groupe avantagé, lui, voyait 3 fois sur 4 l'exercice de codage qui lui permettait d'apprendre, de se familiariser avec ce nouveau système d'écriture. Et donc, à la fin de cette première étape, on avait un peu redistribué les cartes avec une moitié d'élèves fortement familiers de ce nouveau système d'écriture et une moitié des élèves qui, eux, étaient peu préparés, peu entraînés, peu familiers du nouveau système d'écriture. Et on allait pouvoir comme ça examiner dans quelle mesure la comparaison forcée, la comparaison avec d'autres élèves allait pouvoir éventuellement venir menacer les élèves qui étaient peu familiarisés et éventuellement perturber leur apprentissage. Et donc pour ça, on a créé une évaluation. On a fait une évaluation où les élèves devaient coder les mots qu'ils avaient, devaient coder des mots avec ce nouveau système de codage avec lequel ils venaient d'être plus ou moins en fait familiarisés. Et on a créé aussi deux contextes, comme dans l'étude 1, avec une moitié des élèves qui a réalisé la tâche dans une situation de comparaison sociale. Et on demandait aux élèves de lever la main à chaque fois qu'ils avaient terminé de coder un mot. Et on pouvait comparer à une condition contrôle où là, les élèves avaient vraiment pour consigne de ne surtout pas informer de quelque manière s'ils avaient terminé de coder un mot. Donc vous avez les deux conditions expérimentales en fait en abscisse avec les élèves désavantagés et les élèves avantagés et la performance en ordonnée. Ce qu'on voit, premièrement, c'est que bien sûr les élèves qui ont été peu entraînés, les élèves désavantagés, réussissent en moyenne moins bien que ceux qui ont été bien entraînés. C'est plutôt une bonne nouvelle, sinon ça voudrait dire que notre manipulation expérimentale n'a pas fonctionné. Le but, c'est d'avoir effectivement des différences de niveau qui sont relativement importantes. Ce qui est plus intéressant, c'est de montrer que les élèves qu'on a mis expérimentalement en difficulté, qu'on a rendu moins familiers des normes scolaires, réussissent moins bien la tâche
quand ils ont connaissance de la performance des autres, quand ils sont exposés à la réussite des autres, que les élèves qui sont aussi eux-mêmes en difficulté, mais qui n'ont pas connaissance de la réussite des autres. Hein, puisqu'on voit que dans les deux barres qui sont à gauche, on a des élèves qui sont mis en difficulté, mais que les rouges, ceux qui sont exposés à la comparaison sociale, eh bien réussissent moins bien. Et donc ça, c'est cohérent avec tous les travaux dont j'ai commencé à vous parler, qui montrent que, je suis en difficulté, j'ai de la difficulté à réaliser une tâche, mais le fait de voir que les autres, eux, réussissent bien, eh bien, ça va être menaçant pour moi et ça va en fait perturber le fonctionnement cognitif, ça va consommer des ressources et ça va m'amener finalement à moins bien réussir encore que si j'ai pas ces préoccupations. Et dans une dernière étude, pour essayer de vraiment montrer le rôle causal joué de ces interprétations, qui sont très difficiles à mesurer, en fait. Quand on demande à des élèves, est-ce que tu trouves que tu es moins intelligent que les autres? En fait, les élèves vont dire non la plupart du temps. Et en fait, c'est très difficile de capturer ces interprétations. Et donc, pour montrer le rôle de ce type d'interprétation menaçante, on a fait une dernière étude que je vous présente pas en détail, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il y a vraiment le rôle de cette interprétation. En fait, quand on explique aux élèves, quand on leur fournit d'autres explications que ces explications menaçantes et qu'on leur fournit des explications externes où on leur dit que en fait une partie d'entre eux ont été moins bien entraînés, eh bien on fait disparaître l'effet menaçant de la comparaison. Et ça, c'est aussi compatible avec un ensemble de travaux qui montrent que, en fait, la réussite des autres, elle peut être inspirante, elle peut être source de motivation et de progression, mais à condition de penser que, je suis capable, moi aussi, d'y arriver, je suis capable d'atteindre ce niveau de réussite auquel je suis exposé. Alors, en conclusion intermédiaire de cette première série de travaux, ce qui me semble important de dire, c'est que, en fait, la reproduction, c'est bien sûr des inégalités de départ, hein, il y a bien sûr des différences de socialisation familiale qui existent, qui sont très bien documentées par les sociologues. Je pense à l'ouvrage récent de Bernard Lahire qui, quand il parle des enfants, dit en France, les enfants vivent dans la même société, mais ils vivent dans des univers parallèles qui sont très différents. Hein, et je pense que c'est effectivement une réalité. Mais ce qu'on voit, c'est que les situations de classe, elles peuvent aussi jouer un rôle, elles peuvent amplifier ces inégalités initiales, en fait, en amenant les enfants à les percevoir comme des différences d'intelligence, de motivation, et qui est quelque chose qui est très menaçant, en fait, pour les enfants et qui va finalement à cette logique des inégalités de socialisation initiale va s'appliquer une deuxième logique, en fait, d'interprétation où les élèves vont être conduits petit à petit à se percevoir comme moins intelligents, et ce qui va jouer un rôle très négatif sur leur apprentissage et leur performance. Alors pour la suite, je vous propose un petit bond en avant et d'aller quelques années plus tard, quand les enfants, quand les étudiants arrivent à l'université. Et on sait que voilà, il y a une élimination progressive, mais il y a quand même une partie des élèves de milieu populaire qui fait des études. Et on pourrait se dire, est-ce que une fois à l'université, est-ce que ça y est, en fait, on est passé à travers les obstacles et que il faut vraiment que j'accélère. Bon, je vais aller très vite sur la fin. Est-ce que finalement ce décalage culturel qui existe, est-ce que le fait de faire des études, ça permet de le réduire ou de le disparaître? Alors, je vais vous parler d'une autre dimension du décalage culturel qui n'est plus qui n'est plus la dimension des savoirs et des compétences, mais qui est ce qu'on appelle la conception de soi, hein, la façon de se définir comme un individu en tant qu'individu indépendant ou interdépendant. Il y a deux façons en fait de se définir comme individu, une conception plutôt indépendante, où l'individu se conçoit comme une entité autonome, indépendante, libre de faire ses propres choix. Et puis une conception plutôt interdépendante, où là l'individu se conçoit plutôt dans sa relation avec les autres, dépendant du contexte social. Et en fait, l'université, l'école en général, n'est pas un espace neutre et elle a plutôt tendance à promouvoir des normes culturelles d'indépendance. Et des travaux ont montré que cette conception de soi indépendante, elle n'est pas répartie également aléatoirement dans la population et qu'elle correspond davantage à la façon dont les enfants sont socialisés dans les classes favorisées, où en fait on les invite dès le plus jeune âge à exprimer leurs idées, leurs intérêts, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux faire comme instrument de musique, et en fait les enfants vont développer un peu cette conception indépendante de soi, alors que dans les milieux
plus populaire en raison de modes de vie plus incertains. On invite plutôt les enfants à moins se mettre en avant. Fais pas ton intéressant, ou dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, il faut faire attention, il faut prendre en compte la vie des autres. Et on a cette conception plus interdépendante. Et un ensemble de travaux à l'université montre que l'expérience de ce décalage culturel entre une conception de soi interdépendante et des normes indépendantes peut aussi générer du stress, des émotions négatives et altérer les performances. Et donc la question qu'on a posée dans une série d'études récentes là qu'on vient juste de publier, c'est est-ce que finalement la socialisation universitaire permet de réduire ce décalage? Est-ce que les étudiants de classe populaire qui arrivent à l'université interdépendant deviennent indépendants à la fin de leurs études, et donc logiquement s'ils deviennent indépendants, les conséquences négatives associées au décalage devraient aussi disparaître. Ils devraient avoir un niveau de performance identique. Et donc on a testé ça dans une étude transversale où on a comparé des étudiants de première année et des étudiants de quatrième année, et dans une étude aussi longitudinale où on a suivi les mêmes étudiants pendant 4 ans. Alors, ce qu'on montre très rapidement, c'est une synthèse de l'ensemble des résultats, c'est que globalement, la socialisation universitaire, elle ne permet pas de réduire le décalage, puisqu'on voit que à la fin de l'université, les étudiants de classe populaire sont toujours moins indépendants que les étudiants de classe favorisée, et qu'ils sont toujours plus interdépendants. C'est-à-dire que il n'y a pas de modification de cette dimension du capital culturel qui est le concept de soi. On a toujours des étudiants qui sont plus interdépendants, moins indépendants, et qui en fait ont de moins bonnes performances comparativement aux étudiants de classe favorisée. Ce qu'on montre aussi, alors j'ai fait un schéma un peu peut-être un peu complexe, mais simplement on montre le rôle d'une variable psychologique qui est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire que en fait ce décalage culturel, il amène les étudiants à moins se sentir appartenir à l'université, à moins se sentir appartenir à l'institution, et que ce sentiment d'appartenance en fait joue un rôle important dans le maintien du décalage culturel et des conséquences qui sont associées. Alors j'avais prévu de vous dire 2 mots, mais ça tombe bien que j'ai presque fini parce que je voulais pas vous présenter les résultats de cette étude, elle est en cours et il y a encore des enseignants qui sont impliqués dans cette étude, donc je veux pas dévoiler les résultats, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller examiner dès les premières années de la scolarité, dès l'école maternelle aussi, comment ce décalage culturel, qu'il soit au niveau des savoirs ou qu'il soit au niveau de la conception de soi, comment en fait il va influencer les interactions qui ont lieu dans la classe et notamment les interactions langagières. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on sait qu'il y a des différences avant même l'entrée à l'école. Il y a des différences dans les savoirs qui sont mobilisés, dans les compétences. Et ces savoirs, ces compétences, ils vont avoir une conséquence sur ce qui va se passer dans la salle de classe. Et en fait, un des fondements de l'école maternelle, c'est de gommer ces différences, de permettre de davantage familiariser les élèves à la littérature jeunesse, leur permettre que quand les élèves arrivent en CP, eh bien ils aient le même niveau de savoir et de compétences. On sait que c'est pas le cas, et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les interactions au quotidien qui permet qui fait que l'école maternelle n'arrive pas à réduire ces inégalités initiales. Et donc pour faire ça, eh bien on pose des petites caméras dans des salles de classe, dans des écoles maternelles, et on va filmer les interactions, et on a un logiciel vraiment très très intéressant qui nous permet en fait c'est un laboratoire portable. Qui nous permet en fait de filmer les séances de classe et ensuite de coder vraiment à la milliseconde près tout ce qui se passe. Donc on est capable de coder quels sont les élèves qui prennent la parole, combien de temps ils parlent, et ça nous permet ensuite dans un deuxième temps d'examiner les différences liées au genre, liées à l'origine sociale, parce que dans cette étude on s'intéresse pas seulement à l'origine sociale, on s'intéresse aussi à l'influence du genre. On a remarqué par exemple dans l'étude pilote que les filles sont moins interrogées, qu'elles prennent moins spontanément la parole, qu'elles coupent moins la parole aux autres élèves et qu'elles parlent moins longtemps. Donc on a aussi des choses très intéressantes à examiner sur l'effet du genre, l'effet de l'origine sociale, aussi leur poids, leur poids respectif, et comment ces deux variables peuvent interagir au niveau des interactions langagières.
Et puis, ça nous permet d'examiner dans une perspective développementale comment les choses évoluent entre l'entrée en petite section et la fin de grande section. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de mon temps. Donc, merci pour votre attention. Merci voilà, j'ai mis en photo les personnes avec qui je travaille sur ces différents projets, mes 2 filles qui sont aussi une grande source d'inspiration pour élaborer ces dispositifs et faire ces recherches. Merci. Merci Sébastien pour ces résultats, ces questionnements, ces idées.